Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment ça va? Ça va bien. Guy, nous sommes dans notre studio mobile d'enregistrement. Oui, on ne recule devant aucune dépense au Visual Studio Talk Show. Donc, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on veut dire par studio mobile, c'est que, vous savez, pour enregistrer, on a besoin d'un endroit un peu silencieux. Et là, nous, aujourd'hui, on va vous présenter une émission qu'on a pré-enregistrée. Donc, on veut juste faire l'introduction. Puis pour faire l'introduction, ben, quoi de mieux comme endroit silencieux que de s'isoler dans ma voiture? Chose qu'on a déjà fait dans le passé, on le refait à l'usage, en tout cas quand ça fait notre affaire. Donc aujourd'hui, on est dans notre voiture pour vous présenter une émission qu'on a enregistrée début mai, début avril. Oui, avec Jean-Luc David. Oui, qui était un des conférenciers lorsque Microsoft sont venus à Montréal faire le lancement de Visual Studio 2008, SQL Server 2008, ainsi que Windows 2008. Et quand on a rencontré Jean-Luc, en discutant avec lui, on s'est dit, hey, ça serait intéressant de faire une émission avec toi, Jean-Luc, sur le processus d'écrire un livre. Et on doit féliciter quand même Jean-Luc parce que sur le tas, là, comme ça, là, on a enregistré l'émission sans préparation, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Là. Écoute, Guy, avant de passer à l'entrevue de Jean-Luc, ce serait bien peut-être de dire que là, de ces jours-ci, nous, on est en train de planifier toute la logistique pour notre voyage à Paris. Oui, on va être conférencier à une conférence à Paris qui s'appelle l'Université des SI, SI pour Système d'information. Donc, Mario et moi, on va être conférenciers. Puis, on va en profiter pour enregistrer des entrevues avec des MVP, des personnes, des Regional Directors aussi. Donc, des experts francophones. Des experts francophones de la région parisienne. Puis, on va vous présenter ces émissions-là dans l'année qui vient. Oui, alors là, il va falloir apprendre à dire objet métier plutôt que objet d'affaires. Ben, en tout cas, j'essaie depuis déjà quelques années de toujours dire objet métier quand je dis objet d'affaires. Donc, puis tu reviens juste de TechEd? Je suis arrivé au cours du week-end de TechEd où j'étais conférencier là-bas. Puis on enregistre sur le pouce presque parce que je repars ce soir pour New York, donc. Aïe, Orlando, New York, Paris, un vrai jet-setter. Oui, quelle vie de jet-set. ça semble plus beau que la réalité étant que, bon. Est-ce que tes enfants t'appellent monsieur? Oui, écoute, j'ai passé la fin de semaine à faire plein d'activités avec eux parce que je savais que je les avais pas vus beaucoup. Mais ceci étant dit, c'est juste, c'est circonstanciel. Donc, on va revenir à la normale assez rapidement. Ben écoute, allons-y pour écouter l'entrevue de Jean-Luc sur comment écrire un livre. Nous sommes avec Jean-Luc David. On est au mois d'avril 2008, c'est le lancement de Visual Studio 2008 ici à Montréal. Puis Jean-Luc, on t'a rencontré un peu plus tôt aujourd'hui parce que tu participais avec Microsoft, tu travailles pour Microsoft, donc tu participais au lancement. Puis dans une discussion un peu à bâton rompu, tu me faisais part que tu étais dans le processus d'écrire un nouveau livre. Toujours lié en tout cas les derniers livres que tu as écrits, tu touchais Visual Studio Team System. Puis ça m'a amené à réfléchir et à me dire, hey, ça serait peut-être un bon sujet de podcast pour le Visual Studio Talk Show, de discuter de ton expérience personnelle, ce qui t'a amené à écrire des livres, ce que tu en as retiré parti, puis c'est quoi le processus. Oui, le processus est important parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui se disent, j'ai des connaissances pointues sur un sujet, sur un outil ou quoi que ce soit là, Microsoft là, ou autre. Puis, c'est quoi le processus pour écrire un livre, là, finalement? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Donc, avant de parler de ça, on va prendre juste une petite parenthèse pour situer qui tu es. Donc, je disais que tu travailles pour Microsoft depuis maintenant un an et demi presque. Oui, c'est ça. Donc, tu es conseiller aux développeurs. Conseiller aux développeurs. Pour tout le milieu du Canada. C'est-à-dire, tu pars de toute la province d'Ontario jusque... Un petit peu du Manitoba, en Ontario, et j'arrête à Ottawa.
Oui, hein. OK. Ça, c'est le territoire de Christian. C'est ça. Donc, tu es dans un territoire qui est beaucoup plus anglophone que francophone, Absolument. mais tu es un franco-ontarien. Je suis franco-ontarien, mais j'ai pas beaucoup d'opportunités de parler en français, donc c'est un grand plaisir que je suis ici à parler avec vous. Avant de te joindre à Microsoft, t'as été consultant à ton compte, t'as travaillé pour Object Sharp, donc plusieurs années, et t'as écrit plusieurs livres, donc principalement avec le même éditeur, Rox. Ouais. On peut peut-être les nommer. Certainement. Mon premier livre, c'était un livre qui s'appelait Professional JavaScript Second Edition. J'ai écrit avec Rox. Ensuite, après avoir écrit le livre, la compagnie Rox s'est désintégrée. Puis, en fait, il y a plusieurs éditeurs qui ont acheté des parties de Rox. Le premier, c'était A-Press. Ils ont acheté une partie du catalogue de Rox. OK. Et puis, un autre éditeur qui a acheté une partie de Rox, c'est Wiley. Donc, finalement, quand j'ai continué à écrire des livres, c'est Wiley que j'ai fait affaire. Donc, ça, le livre sur JavaScript, c'était ton premier. C'est ça. OK, ensuite? Ensuite, j'ai écrit un livre sur des contrôles mobiles pour ASP.NET. J'ai écrit mon troisième livre, c'était sur le .NET Framework 3.0. Ça s'appelait Professional WinFX Beta. Wow. Okay. Le quatrième livre, c'est Professional Visual Studio Team System. Puis le dernier livre que j'ai écrit, c'est Professional Team Foundation Server. Puis ton premier livre, comme tu disais, tu l'as republié en deuxième édition. C'est ça. Donc, on pourra parler aussi du processus de première édition, deuxième édition. En tout cas, parce que absolument, ça veut dire que c'est un livre qui a un certain succès si on en fait une deuxième édition. Oui. Donc, raconte-nous l'histoire. Comment ça se fait qu'un jour, c'est que tu avais l'idée derrière la tête, dis-moi, j'aimerais ça écrire. Il y a aussi une passion personnelle pour l'écriture aussi. Si t'aimes pas écrire, puis si t'haïs ça, oublie ça, là. Écrire un livre, c'est probablement pas pour toi. Ben, comme n'importe quel processus, ça commence très simple. Donc, un jour, je commençais à programmer. Puis j'ai trouvé une technique avec le JavaScript qui était vraiment intéressant. En utilisant l'ASP classique puis le JavaScript, j'ai pu cacher le code dans mon application. OK. Puis si on faisait une requête au fichier JavaScript, il recevait rien. Donc tu as trouvé une technique, là. C'est une technique qui était vraiment intéressante. Ça marchait dans tous les browsers. Puis en fait, c'était comme une technique de streaming de tout le code de JavaScript dans le browser. Et puis, de ce point-là, j'ai pensé comment que je peux faire de l'argent avec cette technique-là. Puis en pensant à ça, j'ai dit, ben, aussitôt que la technique sort, tout le monde va savoir comment l'utiliser, puis ça va être plus un secret. Donc, j'ai pensé, ben, ça serait vraiment intéressant peut-être d'écrire un article OK. qui décrit comment faire la technique. Un article qui contient normalement combien de pages? C'est un article d'après 4 pages. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai approché Rox, mais en effet, c'était asptoday.com. Et puis, j'avais aucune idée s'il l'accepterait ou... Donc, tu as approché une revue. Une C'est revue ça. que toi, tu devais lire, que tu devais vraiment aussi trouver sérieuse. Donc, Oui. ASP Today. Donc, tu t'es dit, je vais approcher une revue pour leur écrire un article. C'était une revue que je respectais beaucoup. Et donc, j'ai envoyé mon idée, puis par ma surprise, ils m'ont dit, oui, absolument, on va la publier. OK. On va te payer aussi. Donc, j'ai dit, c'est fantastique. Wow. J'ai créé une technique, puis ils vont me payer. Donc, j'ai écrit l'article. Puis, aussitôt que je l'ai écrit, j'ai reçu des courriels de toutes sortes de compagnies qui ont dit « Oui, on veut protéger notre JavaScript, puis est-ce qu'on peut utiliser ta technique? » Puis j'ai dit « Absolument oui. » Puis, une journée après, il y avait un gars qui a figuré une manière de prendre le code, même s'il paraissait pas. En essence, il a pris un packet sniffer, puis il a utilisé ça pour
retirer le data qui rentrait dans le browser. OK. Donc, j'étais un petit peu déçu. Mais c'était ma première expérience. Puis écrire un article, ça n'a pas pris tellement de temps. OK. Puis j'ai vu quelque chose de très beau, c'était publié, il y avait ma photo, donc j'ai pensé... Il y a la satisfaction personnelle du produit Absolument. fini et tout. Ouais. Absolument. On est en quelle année, là, à ce moment-là? Ça, c'était environ l'an 1999. 1999. Puis c'était une revue papier. Non, c'était pas une revue c'était papier, web. c'était une revue en ligne. OK. Donc, TikTok est écrit. Tu découvres le plaisir de communiquer parce qu'il faut être un communicateur quelque part pour aimer, en tout cas, vulgariser nos idées dans un article. Ouais. Mais ça nous amène pas au fait que tu as décidé d'écrire un livre un jour. Donc, j'ai continué à écrire des articles pour plusieurs éditeurs. Il y avait ASP Today, puis il y avait aussi XML.com, qui est contrôlé par Tim O'Reilly. Mhm. En fait, j'ai reçu un chèque de Tim O'Reilly, puis c'était vraiment excitant, avec sa signature. Wow. J'ai aussi écrit des articles pour CNET puis Builder.com, surtout au sujet des technologies web. Et puis éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Rox m'a contacté, puis ils ont dit, ben on a remarqué que tu t'en connais assez du JavaScript. Donc, as-tu écrire un chapitre dans mon livre, notre édition? OK, donc Rox avait déjà un plan pour publier un livre sur JavaScript. Ils t'ont demandé d'être contributeur, là, finalement, d'écrire un chapitre. C'est ça. OK. Donc, j'ai commencé le processus, puis j'ai trouvé le processus était l'enfer. Oh! Puis ça m'a pris environ 3 mois à écrire un chapitre. Le processus d'écriture ou le processus de tout ce qui est entouré face à l'éditeur? Le processus d'écriture. Ah, OK, OK. Donc, le syndrome de la page blanche. Là, C'est le syndrome de la page blanche, mais c'est aussi le syndrome d'essayer de mettre les mots parfaits dans le texte. Il faut que les mots soient... Les phrases soient parfaites. Et puis... Parce que finalement, c'est... le texte est doit être plus peaufiné qu'un article publié en ligne, par exemple. Absolument. OK. Donc, le contenu technique doit être validé plusieurs fois. Surtout, puisque le sujet, c'était le JavaScript, il n'y avait pas les standards à ce temps-là. Fallait que je travaille avec le JavaScript testé énormément. Mhm. Et puis, finalement, j'ai bâti une librairie de JavaScript qui complémentait vraiment bien l'article. Ben, pas l'article, mais le chapitre. OK. Donc, tu as écrit seulement un chapitre dans ce livre-là? Oui, dans le premier livre. OK. Donc, c'est une façon de faire des contacts avec les éditeurs. Donc, après, j'avais fini le chapitre, j'étais tanné. Oh! Oui, OK. parce que toi, dans ton cas, tu as contacté une façon pour des gens qui seraient intéressés à écrire un livre puis de se mettre en contact avec des éditeurs, c'est de leur dire qu'ils seraient intéressés à faire des revues techniques. Oui. Ça aussi, c'est une façon de mettre le premier pied dans le monde de l'édition. Absolument. En fait, on peut peut-être expliquer c'est quoi ce qu'on appelle un technical reviewer. Qu'est-ce que ça fait? Donc, un technical reviewer, c'est une personne qui fait la revue d'un livre ou d'un chapitre en testant les différents éléments techniques qui sont décrits dans le chapitre et faire certain que c'est vrai. Puis il y a pas... Comme par exemple, s'il y a des bouts de code en JavaScript, c'est de tester, reproduire le code, valider qu'il fonctionne. Absolument. Donc là, il y a des gens qui font ça, peut-être un ou plusieurs personnes différentes qui font ça pour chacun des livres techniques. Mm-hmm. Donc ces gens-là n'écrivent pas aucune phrase. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils passent au travers des chapitres, testent le code, puis bon... Mais quand tu fais des revues aussi, tu peux peut-être écrire des commentaires sur ce paragraphe-là. Ouais. Difficile à comprendre, ou je suggérais. Mais en fait, Absolument. ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est pas un auteur. Là. On n'a pas Non. besoin d'être auteur puis d'être
fin dans la prose, écrire des belles phrases et tout ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être fort techniquement dans le domaine qu'on revue. Là, D'ailleurs, qu'on fait la revue. si on n'a pas envie d'écrire un livre, mais qu'on aime ça, être toujours à la fine pointe, puis qu'on cherche une façon d'avoir accès vraiment à ce qui s'en vient dans le futur, de travailler avec des éditeurs puis de faire les revues techniques, c'est la bonne façon d'avoir accès à ce qui va sortir dans 2 ans ou 1 an, parce que habituellement, les livres sont rarement écrits pour les technologies passées, ils sont plus écrits pour ce qui s'en vient dans le futur. Oui. Puis ça fait en sorte que tu te retrouves toi aussi à être en train d'avoir accès à tous ces nouveaux toolkits-là, puis les choses que Microsoft peut mettre d'avant, par exemple. Absolument. Et puis, tu as aussi du crédit quand... C'est un bon point parce que est-ce qu'on est payé lorsqu'on est technical reviewer? Absolument. Tu es payé par page. Mais là, on va tout de suite on va parler de l'histoire de l'argent. Est-ce que on peut faire, tu sais, il y a du monde qui pense que on peut devenir riche à écrire des livres. Est-ce que c'est vrai ce mythe-là? Absolument non. C'est un mythe, hein? C'est-à-dire C'est un mythe. Il y a des paiements de différentes sortes avec un livre, mais c'est pas l'argent. Non, tout à fait. Ça veut dire que si on regarde à peu près, mettons, on ferait une petite règle, tu pousses assez vite, là, pour chaque heure de travail que tu vas travailler, tu vas peut-être faire à peu près $1 de l'heure. Est-ce que je suis trop pessimiste? T'es optimiste. Oh, wow! Donc, c'est encore moins que ça. C'est moins que ça. Donc, pour écrire un livre. Ah! La raison que tu voudrais écrire un livre, c'est la réputation. Donc, il n'y a rien de meilleur, surtout si tu es consultant, d'arriver chez un client puis dire tiens, je vais créer un site web, puis en plus, j'ai écrit le livre. En fait, c'est une carte de visite. C'est une carte de visite, puis ça te donne énormément une bonne réputation dans l'industrie même. Mais dans ce cas-là, c'est là où est-ce que ça te rapporte plus que le $1 de l'heure, parce que ça devient un outil de mise en marché de tes services de consultant. Ah, c'est un bon point. Ça, c'est un outil de marketing pour toi-même. Mm-hmm. OK, donc tu prends le temps d'écrire un livre, que ça prenne X nombre de mois ou par exemple 6 mois, 9 mois ou le processus d'écriture, puis ensuite tu te sers de cet outil-là comme un outil de marketing. Tu es un expert en la matière. Par exemple, on parlait de JavaScript. Tu étais, suite à la publication de tes bouquins, un expert JavaScript. Oui. Donc, tu as obtenu des mandats, tout ça, tu as été contacté pour... puis c'est là que c'est intéressant. J'ai eu des contrats à la suite parce du livre que j'ai écrit. Mm-hmm. Sauf que, comme tu disais, si on se ramène à cette étape-là, quand tu as fini le processus d'écrire un chapitre, ça a été quelques mois au total, tout le cycle complet pour écrire le chapitre, réviser... Donc, le processus d'écrire un chapitre, c'était mon premier chapitre. Donc, ça l'a pris 3 mois. Et puis, c'était très difficile. À la suite, j'ai dit, OK, je vais pas même penser du livre. Je vais prendre un break, une vacance. Puis, finalement, j'ai reçu une boîte. Et puis, j'ai ouvert la boîte dans le courrier. Là, puis, c'était une pilée de mes livres. Et puis, j'avais ma photo sur le livre. Puis, mon nom, qui était clairement indiqué sur le livre. Donc, j'ai montré à mes parents. Puis, on dit, « Wow, regarde ça! » Donc, ils voulaient des copies pour donner toute ma parenté. Puis, j'avais des amis qui ont dit, « Ah, regarde, même mon patron a vu le livre. Il a dit, j'ai rentré dans le magasin de livres, j'ai vu ton livre. C'est vraiment impressionnant. » Donc, ça m'a élevé. D'ailleurs, c'était une stratégie à l'époque de Rox de mettre les photos des auteurs parce que c'est une des formes de paiement, c'est d'avoir cette publicité gratuite-là. Parce que comme on dit, tu feras pas d'argent. Pour chaque heure de travail, tu vas faire moins $1 de l'heure pour chez. Donc, c'est un investissement de ta part. Ouais, puis là, tu m'en mentionnais un aspect revalorisant, c'est d'avoir le produit fini. Puis suite au produit fini, j'imagine que tu t'es dit, si on s'essayait sur un autre? C'est ça. C'est pour ça que j'en ai écrit 5. Mais il y a un autre aspect que j'ai reconnu, c'est que dans le processus de faire la recherche pour le chapitre, puis pour le livre, j'ai commencé à rentrer en profondeur dans la technologie. Puis ça m'a donné beaucoup, en fait, de connaissances, en fait,
d'être capable un apprentissage, disons. OK. En fait, c'est un aspect important parce que si tu écris un livre sur un sujet particulier, t'as pas le choix de creuser loin, loin, loin pour pouvoir au moins être capable de vulgariser correctement les concepts. Puis c'est quelqu'un qui justement me faisait remarquer ça dernièrement, c'est Julie Lerman, qui est en train d'écrire un livre sur Entity Framework. Elle me dit j'aurais jamais pu aller si loin dans l'apprentissage d'Entity Framework si j'étais pas en train d'écrire ce livre-là. Précisément. Donc en plus, c'est un processus qui te pousse toi-même. Oui, ça te pousse à apprendre. Mais là, donc, t'as pris 3 mois. Ce 3 mois-là, est-ce que t'as été, pour le premier livre avec le premier chapitre qui a pris 3 mois, est-ce que c'était full-time, t'étais à temps plein là-dessus ou? Ben, c'était à temps partiel. Mais ce qui arrivait, c'est que même quand j'allais au travail, j'écrivais le livre parce que c'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mhm. Donc, mon patron, à ce point-là, il s'est rendu compte puis il a dit tu travailles sur quelque chose d'autre? J'ai dit non. Et puis, finalement, j'ai révélé que oui, je travaillais sur le livre, mais par ce temps-là, le livre était sorti. Il était vraiment excité qu'un de ses employés a écrit un livre. Donc, c'était... OK. Parce que, où je veux en venir avec ça, c'est qu'il y a des gens, si on écrit un livre au complet, c'est un processus qui peut prendre peut-être 1 an. Donc, si on parle de mon dernier livre, Mhm. j'ai écrit la plupart du livre. Et puis, le processus a seulement pris 8 mois. OK. Mais seulement 8 mois. Mais la règle générale, c'est quoi? Entre 8 mois et 12 mois, un livre? Ça dépend de l'auteur, ça dépend de... Donc, j'avais une connaissance très approfondie de Team System, donc c'était vraiment facile pour moi d'écrire des chapitres, puis de valider, puis de tester. Les 8 mois, ça inclut toute la revue du contenu du livre en plus. Donc, il y a la partie écrire, il y a la partie revue, C'est ça. révision, j'imagine, au niveau du texte. Oui. Ok. Donc, c'était extrêmement rapide. Et puis, je prévois que mon prochain livre, dans 6 mois, 7 mois, je pourrais l'écrire. OK. Mais là, le processus pour écrire un livre, c'est pas comme... Bon, tu as été contacté pour ton premier chapitre, mais après ça, si j'ai une idée d'un livre en tant que auteur en herbe, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois contacter les éditeurs ou si les chances sont pas très bonnes qu'on me donne une réponse, j'ai plus de chances d'être contacté en tant qu'auteur si j'écris peut-être plusieurs articles comme tu as fait. Si j'envoie un courriel là ou un email à Rox ou à Wiley, il y a peut-être pas grand chance que j'ai de réponse. La plupart des éditeurs ils ont des formulaires en ligne pour des propositions de livres. OK? Donc, tu prends ce formulaire-là, puis tu le remplis avec tes idées. Mhm. Et puis, à ce point-là, si l'éditeur est vraiment intéressé à procurer ton livre, il faut que tu vas dans le processus de créer un outline de ton livre, Donc, la table des matières. la table des matières de ton livre. Et puis, après avoir écrit la table des matières, là, c'est à ce point-là où le processus commence. Donc, si par exemple je soumets un sujet qui est intéressant, évidemment je peux pas soumettre un sujet sur une technologie qui date de plusieurs années parce que il y aura pas nécessairement un marché. Donc, il faut que je pense au niveau marketing parce qu'il faut que l'éditeur fasse des sous. Oui. Faut qu'il vende des livres. Donc, je peux pas prendre une technologie qui date de, je sais pas moi, de plusieurs années puis qui sera pas nécessairement vendeur là, sur les tablettes. Donc, il faut que je choisisse un sujet qui est intéressant, qui va m'intéresser moi-même, puis je soumets une idée. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les éditeurs d'acquisition qui travaillent pour les éditeurs Mhm. ont habituellement une liste de différents sujets qui sont intéressés à recevoir des Ah, ça c'est intéressant parce qu'ils ont déjà fait le travail de prospection, de recherche pour les sujets, par exemple, à publier pour les 2 prochaines années. Oui. Ah ah. Donc- Donc il faut tomber exactement dans ce qu'ils recherchent. Oui. Donc, un petit peu de recherche en commençant.
contacter ses éditeurs d'acquisition. Ça fait... C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a la différence entre un éditeur d'acquisition et un éditeur... est-ce que l'éditeur d'acquisition, c'est la personne en particulier? L'éditeur d'acquisition, c'est la première personne qui a affaire avec ton livre. C'est vraiment d'essayer d'acquérir les livres en fait de propositions, en fait de contrats que tu signerais avec la compagnie, puis de ce point-là. Ensuite, il y a des éditeurs qui sont les personnes qui font la revue en général. Le texte, par exemple. Ouais. OK. Et puis ensuite, vous avez des éditeurs qui font la revue technique. Mhm. Puis il y a des éditeurs qui font la revue de l'orthographe puis de la grammaire du texte. OK. Mais la première personne avec qui tu vas interagir, c'est l'éditeur d'acquisition parce que c'est lui qui bâtit le portefeuille de livres. Absolument. Et, par exemple, tu auras quelqu'un, son prêt, mettons, dans la série des livres chez O'Reilly, les livres qui ont fameux des animaux sur dessus, il y a quelqu'un qui pense toute cette série de livres-là. Puis cette personne-là, si tu ne réussis pas à le convaincre que tu pourrais être un livre de son portefeuille à lui, tu seras jamais auteur chez O'Reilly. En tout cas, pas dans cette série-là. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que les éditeurs ont des métriques qui sont vers de quel livre qui vend très bien, quel livre vend pas si bien. OK. Donc, ils peuvent provenir cette intelligence-là, puis vous laisser savoir quels livres seraient les meilleurs. OK. Et tu parlais tout à l'heure de soumettre une table des matières. Donc, par exemple, si on a passé la première étape, on nous demande de fournir une table des matières. Est-ce que on n'est pas payé encore à ce moment-là? Là? C'est juste qu'on soumet une série d'idées? C'est ça. OK. C'est comme un contracteur qui contacte une compagnie puis il dit « J'aimerais faire le travail pour vous. Ouais. Voici une proposition de comment que ça va aller. » OK. Mais une chose de ça, Jean-Luc, si tu as déjà écrit des articles, c'est peut-être moins nécessaire, mais si tu n'as jamais rien publié, juste une table des matières sera passée. Il faut probablement que tu soumettes le chapitre 1, ou en tout cas un chapitre pour qu'il voit ton style d'écriture. Ce qui est mieux, c'est si tu as publié des articles dans des revues, donc là, ils voient que tu es capable premièrement de respecter des contrats, des engagements, de publier et tout, parce que l'éditeur, lui, ce qu'il veut être sûr, c'est si tu as choisi et commence à passer du temps avec toi, que tu seras pas quelqu'un qui va juste, après ça, faire perdre son temps puis procrastiner pendant 1, 2, 3 mois jusqu'à temps que l'éditeur s'attende, dit, bon, regarde, on annule ça, là, tu livres pas la marchandise du tout. Mon Dieu. C'est vraiment important. Bon, OK, de mauvais souvenirs de mon côté. Bon, on repasse. Mais donc, si on n'a jamais rien écrit, il va falloir probablement soumettre aussi le premier puis le deuxième chapitre pour montrer notre style d'écriture puis qu'on est capable de mettre de verbaliser les pas juste une table publier une table de matière, mais de la verbaliser dans un vrai contenu formel. Ça demande du temps. Donc, est-ce que, comment est-ce qu'on peut aller chez l'avance d'argent? Tu sais, la question de monétaire, là. Est-ce que ça peut exister des avances d'argent pour écrire un livre? Pour répondre à ta première question, c'est vraiment important que tu as un échantillon du livre que tu veux écrire. Et puis, j'ai déjà établi une librairie de différents articles puis de livres que j'avais écrits au précédent, donc c'était vraiment facile pour moi de rentrer. En fait, d'argent, OK, on rentre dans l'argent là. Quelle sorte d'argent que tu peux t'attendre? Ben, ça dépend de l'éditeur, ça dépend du contrat que tu peux établir. Oui, avec l'éditeur, mais sans donner de montant, on peut... Ben, si on fait une petite règle, tu pousses un peu. Là. Pour chaque dollar, il y en a combien à peu près de pourcentage de ça qui va revenir dans les poches de l'auteur? Donc, je peux te dire que c'est environ peut-être 200 à 300 pièces par chapitre. OK. Donc, dépendant du livre, ça peut être tu peux recevoir une avance de peut-être 8 000 à 10 000 $. OK, attends, là, on va juste essayer de comprendre la règle du pouce. Habituellement, le contrat que tu vas signer, comment ils vont décider que l'argent, combien d'argent qui revient à toi? Ça va être un pourcentage du prix total qui va te revenir, j'imagine? Donc, habituellement, ils vous payent une avance.
Donc, c'est une avance des ventes qui prédisent qu'ils vont avoir avec le livre. Mhm. Et puis ensuite, tu reçois l'argent des redevances qui vont venir par rapport au livre. C'est ça, parce que, si mettons que ton livre se vend 100$, prendre un chiffron. Toi, là, il n'y a pas 100$ dans tes poches qui vient qui t'est donné à toi. Si, mettons, il se vend 100$, la règle du pouce, c'est quoi? C'est au maximum 10$ qui viendraient peut-être à toi? Même pas. Pas hein? nécessairement. Ça peut être juste 3 ou 5$. Pas nécessairement. Hmm. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que il faut que l'éditeur soit repayé pour le 10 000 $ qu'ils t'ont donné en avance. Mhm. Donc, toutes les ventes vont vers ça. Ah, OK. OK. Donc, ce que tu nous dis, c'est, dans le contrat, mettons qu'ils disent, on te fait une avance de 10 000 $, dans le contrat, ils vont commencer par dire, ben, tu nous rembourses le 10 000 $ première, donc zéro argent qui va à toi. C'est ça. Puis, un coup, quand tu nous as remboursé le 10 000 $, là, il y a un certain pourcentage des ventes futures qui vont aller à toi, C'est ça. Puis, c'est un pourcentage. C'est un pourcentage. Je sais que absolument c'est des contrats plutôt secrets, sauf l'éditeur A-Press qui lui a décidé de publier la façon qu'ils traitent leurs auteurs. Puis c'était un des principes. Eux c'est 10%, si je me trompe pas. Mhm. Donc ça veut dire que si ton livre se vend à 100$, il y a 10$ qui revient à toi. Mais encore là, A-Press c'est 10% de rembourser l'avance que tu as eue. C'est ça. Puis comme tu disais, le principe c'est une avance, c'est pour chaque chapitre à peu près 200 ou 300$. Donc si tu as 10, 15, 20 chapitres, ça va être 2, 3, 4 000 $. Puis si tu as 10 chapitres puis que tu sais que tu vas en avoir pour un an, ça veut dire qu'on va t'avancer un gros 3, 4, 5 000, 8 000 $ sur lequel tu vas devoir vivre pendant que tu écris ton livre parce que tu vas être à temps plein en train de faire ça. C'est ça. Donc, c'est pas... Ouais, quand on parlait tantôt là, de 1$ de l'heure, là, ouais. c'est effectivement vrai. Là. C'est vrai. Ouais, Ouais. Et même moins qu'un Et dollar. même moins. Mais comme tu disais, la rétribution vient plus sur la visibilité. Si tu écris un livre qui devient un livre important, comme dans un cas d'un livre qui a une deuxième édition, ben tu deviens un peu aussi quelqu'un de reconnu dans ton secteur. Oui. Mais tu peux aussi écrire un livre qui va vraiment passer totalement inaperçu. On en connaît parce que, écoutez, si vous allez dans n'importe quel, c'est juste aujourd'hui ça va être plus en ligne, mais tu sais, si vous tapez, vous allez voir que, par exemple, si tu penses écrire un livre sur Windows Server 2008, puis tu tapes Windows Server 2008 sur Amazon, tu vas voir que t'es pas le seul. Ouais. Il y a déjà probablement 100 livres qui vont être publiés dans la prochaine année. Donc, pour mon premier livre de Team System, j'étais vraiment chanceux que ça l'a sorti aussitôt que le produit est sorti. Puis, en fait, quand tu vas à Amazon, surtout après que Team System a sorti, qui était, je pense que c'était septembre 2005, Ouais. on était numéro 1 sur Amazon. Puis, en fait, il y a un certain point où on était dans les top 1000 livres qui ont été écrits à ce point-là, en fait, de vente. Oh, wow. Donc, c'était vraiment le fun. Puis, ce livre s'est vendu très bien. Quand même, j'ai pas reçu tellement, en fait. Un livre C'est une chance que technique, tu travailles pour Microsoft, Ouais, sinon tu c'est seras ça. pas capable de payer les comptes à la fin du mois. un livre Ouais. technique, ça peut, un ordre de grandeur, là, ça peut se vendre à combien de copies? Habituellement, ben, ça dépend parce que l'environnement des ventes de livres, il y a le phénomène des downloads en ligne, puis le piratage, puis toutes sortes des articles qui sont disponibles gratuitement en ligne. Ouais. Donc, ça a affecté très profondément les ventes de livres dans les magasins de livres. Mais là, si un éditeur comme Wiley, tout ça, publie un livre qui est, bon, des ventes ordinaires, là, sans... 1000 copies, est-ce que c'est un gros succès ou Non. c'est... Donc, un gros succès pour un livre technique, c'est à peu près peut-être 3-4 000. Wow. 3-4 000 copies. Mhm. Mais c'est pas un gros succès, c'est ça que l'éditeur prévoit. Puis un flop, là, c'est quoi? 300-400 Un copies? flop, ça serait moins de 1000 copies. Moins de 1000, ça, t'es dans le flop. Mais la différence entre un flop et un livre qui a des ventes ordinaires, là, c'est pas énorme, là. Non.
Donc, c'est pour ça, l'éditeur, en tant qu'auteur, il ne donne pas une fortune parce qu'il fera pas une fortune non plus, lui. C'est ça. L'éditeur, lui, il y a un rendement de volume. Plus il y a de livres, puis il y a un concept de portefeuille parce que habituellement, les éditeurs ont des... Mettons, si on prend Addison Wesley, il y a toute la série des livres sur Windows.net. Donc, puis un coup qu'ils ont écrit un livre sur Windows Form, il y en écriront pas un deuxième. Ou s'ils en font un deuxième, ça va être un livre qui va venir en complément, donc ça serait peut-être un livre avancé, ou en tout cas... puis habituellement, eux vont choisir leurs auteurs en fonction de l'historique qu'ils ont avec ces gens-là. Donc, tu as dit que ton 5e livre a été beaucoup plus facile à vendre à Willie Rocks parce qu'ils te connaissent déjà puis ils savent que tu livres la marchandise. Que moi, si j'aurais décidé d'écrire un livre, j'aurais contacté puis j'aurais dit je vais écrire sur Visual Studio Team System 2008, probablement que Rox aurait dit, regarde, j'ai déjà Jean-Luc que j'ai prévu pour écrire ce livre-là. Donc, quand bien même que je donne des exemples de chapitres fabuleux, il y a des fortes chances que j'aurais reçu un email de refus. Il y a beaucoup si tu y penses, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent beaucoup de livres sur toutes les matières TI. Donc, il faut être connaissant de qui écrit des livres dans certaines matières, puis quelles sont tes chances si tu essaies de contribuer dans cet élément-là. Donc, ce qui veut dire, par contre, que si tu reçois un refus d'un éditeur, ça veut pas dire que ce que tu as écrit est pas bon. Faut juste peut-être que tu le soumettes à un autre éditeur qui, lui, va dire « Ah, moi, j'ai personne pour couvrir ce sujet-là. » Parce que les éditeurs veulent tous avoir des livres qui couvrent... demain matin, si, par exemple, si on prend Silverlight, ben c'est clair que tous les éditeurs sont en train d'établir leur portefeuille de livres qui vont couvrir Silverlight. Puis ça se peut qu'il y en ait qui n'aient pas encore trouvé de gens pour écrire, parce que comme on a dit, c'est pas payant. Donc on peut pas dire qu'il y a tant de monde que ça qui se présente à la porte d'entrée des éditeurs pour dire je veux écrire des livres. Ils sont plus en mode eux autres tirer pour essayer de trouver des gens pour écrire que de refuser le monde. Il y a aussi des épreuves quand tu écris des livres au sujet des technologies qui sont pas sorties encore. Donc, c'est d'obtenir les bits pour être capable d'écrire à propos de ces produits-là, puis ensuite de réviser, puis réviser, puis réviser, puis réviser. Ah, c'est un bon point parce que là, tu vas peut-être écrire avec des bits là ou des produits qui sont alpha, en bêta, mais là, ça peut changer. Microsoft peut dire, OK, on change on enlève cette fonctionnalité-là. On enlève ça. Puis là, tu dois revenir dans tes chapitres. Oui. Là, c'est du temps. C'est du temps, beaucoup de temps. En fait, mon livre de Team System, le premier, a pris 3 ans à écrire. Ben, parce que le produit évoluait, changeait. Parce que le produit évoluait dans le cours des 3 ans. Ouais. D'où pourquoi tu étais un des premiers livres à être publié sur Team System, parce que c'était un travail ardu. Oui. Puis, mais le fait d'avoir été bien positionné t'a permis puis ton livre tenait la route, parce que même si tu arriverais le premier, mais ça serait un livre qui a un contenu amorphe, ben il tiendra pas la route, mais s'il est moindrement bien fait, ben il y a des chances à ce moment-là que le livre devienne un peu une référence dans le secteur. Il y avait 2 avantages de prendre 3 ans à écrire le livre. Premièrement, j'ai eu beaucoup de participation avec les équipes de Redmond dans différentes composantes de Team System. Donc, dans certains cas, il m'a donné des informations qui n'étaient pas publiques, qui n'étaient pas des connaissances générales. Donc, j'ai pu mettre une richesse dans les chapitres que aucun autre livre avait, en particulier. Deuxièmement, un autre avantage, c'était que dans le processus d'écrire le livre, j'avais aussi obtenu des sens très approfondis dans ces différentes parties de Team System qui m'a aidé. Ouais, effectivement. Écoute, je me souviens, on était dans une formation Team System, TFS. Jean-Luc, t'étais là. Et Jean-Luc participait là, à la formation, puis je me souviens, on allait souper là, après la formation, puis le soir, tu retournais à ta chambre d'hôtel,
Continue à écrire. On était à Redmond, là, chez Microsoft, puis t'écrivais toute la nuit jusqu'aux petites heures du matin, tu dormais quelques heures, tu retournais au cours le lendemain pour apprendre de nouvelles choses. Je me souviens, à un moment donné, t'es arrivé avec des nouvelles bits, là, la dernière version, puis c'est un processus qui est exigeant. Sur une vie familiale, c'est pas évident parce que là, t'as pas une avance extraordinaire, donc tu dois quand même continuer à travailler. Ta job, ton travail de 9 à 5, tu dois continuer à le faire. Oui. Et tu dois écrire le soir, les week-ends, les fins de semaine. Sur une vie familiale, ça doit être assez difficile. Oui, ça l'est assez difficile. Mais le truc, je pense, c'est que tu t'arranges pour sortir avec quelqu'un qui est une actrice. Donc, quand elle part, il fallait tourner un film, tu dis, c'est le bon temps, là, elle est occupée, donc c'est le temps pour écrire. Malheureusement, avec ma job, je voyage beaucoup. Puis, quand tu es dans une chambre d'hôtel, puis tu regardes au plafond, donc c'est le temps parfait à écrire un chapitre, Ouais. de faire quelque chose qui est vraiment productif. Mm-hmm. Il y avait un point que je voulais élever un petit peu, c'est que dans le processus d'écrire un livre technique, tu as une occasion de vraiment faire une connexion avec les équipes de projet. Ouais. Donc, c'est un autre avantage que tu pourrais développer des amitiés avec les personnes qui travaillent avec Microsoft. Puis, il y a des avantages que tu peux pas imaginer avoir ces connexions-là dans le long terme. Puis, l'évidence, c'est que je travaille à Microsoft, là. Ouais. Ben écoute, un aspect, c'est peut-être, en écrivant le livre, t'es collé sur l'équipe de produits, tu développes des amitiés, tout ça. Ton livre est publié. Par la suite, je sais pas, c'est pour un consultant indépendant, t'es en mandat, t'as les adresses de courriel de tous ces gens-là, t'as un problème chez ton client, t'envoies un petit courriel, il y a 2-3 personnes, t'as une réponse presque immédiate, là. Oui. Donc, c'est un reward, une récompense là du dur labeur que t'as fait auparavant. La très dure là-bas. Mais si c'est si dur, pourquoi un 5e? C'est une extase d'écrire un livre. Ah, C'est comme avoir un enfant. Ou ce que c'est le processus d'avoir l'enfant, de l'élever, c'est très, très difficile. donc la grossesse, c'est pas facile. L'accouchement, c'est pas facile. Mais après, t'as t'as quoi? T'as Le bébé le bébé, là, qui est ton livre. qui ressort, puis grandit. Il y a un autre avantage aussi, c'est que il y a la bibliothèque de Congrès aux États-Unis, Mhm. Library of Congress. Ouais. Et puis, puisque j'étais l'auteur principal sur la plupart de mes livres, mon nom est inscrit dans la bibliothèque Comme un écrivain. comme un écrivain. Et Donc, puis, t'as un nouveau statut officiel, t'es un écrivain reconnu dans les bibliothèques officielles du gouvernement américain. c'est ça. Donc, les historiens peuvent regarder aux livres qui ont été écrits dans les années 2000. Et voir Jean-Luc David. Voir Jean-Luc David dans il y a une petite partie de tous les livres qui ont été écrits historiquement. Donc, C'est une satisfaction personnelle. absolument. Ouais, effectivement. Donc, ce qu'on a dit, c'est que si on a un auditeur qui... premièrement, il faut que tu connaisses très bien un sujet technique. Si tu connais pas le sujet technique, en tout cas, il va falloir que tu décides que tu vas devenir un expert de ce sujet-là, qu'il faut que tu sois passionné par le sujet. Un coup que tu connais le sujet technique, il faut que tu aies la capacité de vulgariser puis d'écrire sur le sujet. Ça, je t'interromps, mais c'est un très bon point parce que je peux être un expert technique, mais je peux être nul en vulgarisation puis pour écrire. Finalement, je peux être très bon au niveau technique, mais de là à coucher toutes ces idées-là sur papier, ça peut être difficile. Là. De façon ordonnée, de façon structurée et tout. C'est pas évident. De Là. la même façon que à l'occasion, on peut aller voir des présentations, puis on se rend compte que la personne peut
a pas les idées très claires. Puis c'est une présentation d'1 heure. Imaginez-vous quand que cette personne-là essaie dans un livre, ça a les idées pas claires, Ouais, ça ouais. fait fouiller. Donc, le fait d'écrire des articles qui sont courts, Jean-Luc, ça a été une bonne école. Absolument, oui. Parce que là, il faut que tu focuses, puis en quelques pages, faut que tu écrives tes idées, là. Mais d'ailleurs, c'est pour apprendre ce que c'est le plaisir d'avoir un produit fini, écrire un article, c'est probablement un moindre effort. Ça se fait en quelques jours de travail, peut-être quelques semaines s'il y a un processus de revue, dépendant si la revue est plus étoffée. Mais puis rapidement, tu vas voir, est-ce que tu y prends plaisir de voir ton nom, ta photo dans un article? Puis ça peut être un premier pas avant même de se lancer dans un livre, juste essayer d'écrire un article. Ma recommandation à n'importe qui veut écrire un livre, c'est d'écrire des articles pour commencer. Ça va te donner l'expérience d'écrire tes idées, de vulgariser tes idées. Et puis, ça va sécuriser l'éditeur qui t'a déjà écrit dans le passé. c'est ça va te donner un portfolio de différents... Sauf que, étant donné que c'est plus facile, par exemple, les compagnies qui publient des magazines, soit en ligne ou sur papier, sont inondées de demandes ou d'auteurs qui peuvent publier, parce que c'est plus facile que de publier un livre, là, finalement. Ouais. Donc- Ben, il y a rien qui empêche de se publier son propre blog puis de commencer à faire du contenu technique dans un blog. Ça peut être aussi un autre chemin pour juste vérifier est-ce qu'on est capable de vivre le processus de écrire un petit texte sur un sujet bien particulier. En fait, il y a plusieurs blogueurs qui ont devenu très populaires et puis ensuite des éditeurs l'ont poursuivi pour écrire un livre Ouais. dans le style du blog. Donc, c'est vraiment intéressant. Ouais, puis t'as des bouquins qui sont publiés, sont juste un amalgame là, des blogs là, qui ont Ouais. été Tout à publiés fait. auparavant. OK. Ben écoute, en terminant, Jean-Luc, tu es dans le processus d'écrire ton 5e livre qui va traiter de Visual Studio Team System version 2008. 6e livre. Oh, Oh, sixième. sixième. Oh, excusez. Ouais, 6e livre, puis c'est au sujet de la prochaine version de Visual Studio Team System. Donc, un livre qu'on pourra pas mettre le lien en ligne aujourd'hui parce qu'il n'existe pas encore. Mais ça, Malheureuse pas, à moins que tu peux mettre un lien dans ma tête. on te remercie beaucoup. On espère que ça va aider nos auditeurs à avoir une meilleure compréhension En du... fait aussi de comprendre que le livre qu'ils ont entre les mains, présentement, il y a eu beaucoup de sueur et de sang qui ont été versés pour publier ce livre-là. Je pense que c'est pas mal intéressant de voir l'autre côté de la médaille puis le processus. On te remercie beaucoup, Jean-Luc. Ah, c'est moi qui te remercie. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Guy, on termine toujours l'émission avec les actualités. Qu'est-ce qui a retenu ton attention ces derniers jours ou ces dernières semaines? Ben, la semaine dernière, il avait lieu la conférence TechEd à Orlando, puis normalement, lorsque Microsoft tient ce genre de conférence-là, il y a plein d'annonces, des nouveautés, tout ça. Et finalement, je pense que tu étais là-bas, hein, il n'y a pas eu grand-chose C'était pauvre cette année. au niveau d'annonces. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que TechEd n'est pas l'endroit où Microsoft va annoncer des sorties ou des nouvelles technologies ou des sorties de logiciels ou quoi que ce soit. Hein. Tout à fait. Alors, ce qu'on voit, là, c'est que TechEd se concentre de plus en plus à être une conférence pour donner de l'éducation à un large public, parce qu'il y avait 6-7 000 développeurs qui étaient là la semaine dernière.
mais ça devient pas une plateforme pour Microsoft pour annoncer. C'est plus les conférences comme Mix qui vont servir à ça, ou la conférence PDC. Le PDC qui va avoir lieu cet automne. Où là, Microsoft devrait probablement annoncer, en tout cas, nous donner l'heure juste sur comment eux voient le futur. Donc, ce qui a retenu mon attention, c'est la version bêta 2 de Silverlight qui a été lancée ou annoncée à TechEd et puis lancée à la fin de la semaine. Donc, ce qu'il y a de particulier maintenant, c'est qu'il y a une licence Go Live. Donc, on peut développer des applications qui vont être en production avec la version Silverlight 2 bêta 2. Puis, autre chose? Ben, à part ça, pas grand-chose, sinon que il y a un nouveau drop du MVC Framework qui a été publié. Donc, pour ceux qui suivent le MVC Framework, ben, vous pouvez télécharger les nouveaux bits et puis vous amuser avec le MVC Framework. Parce que la semaine dernière, la nouvelle, c'était le fait que Bill Gates était le conférencier à TechEd. Il a pas annoncé de nouveaux produits et tout, mais les fils de presse essentiellement parlaient plus de Bill Gates qui expliquait, qui se remémorait ses débuts en informatique où est-ce qu'il développait des applications avec 8K de mémoire vive, donc pas 8 MB, mais bien 8 kilobytes, c'est-à-dire 8000 caractères ASCII. Donc c'était ça la grosse nouvelle la semaine dernière. En fait, c'est le champ du signe de Bill Gates au niveau des conférences, je pense. Oui. Puis, une chose intéressante, il y a une vingtaine de gens de la communauté qui ont été invités à aller dîner avec Bill Gates, dont des personnes qu'on connaît, Richard Campbell, Kate Gregory. Donc, en tout cas, plusieurs personnes avec qui j'ai eu la chance de prendre quelques bières le soir. Puis là, je leur demandais comment c'était avoir un dîner avec Bill Gates. Puis, ce qui ressortait de leur propos, à part que, bon, le monsieur est très gentil, parlait beaucoup de comment il voit l'évolution de l'éducation, surtout en Amérique du Nord. Nos systèmes d'éducation, il y a place pour amélioration, ça c'est clair. Mais ce qui ressortait aussi, c'est comment c'est une personne qui est pas à l'aise avec le monde. C'est dans le sens que c'est pas... tu as du monde qui sont vraiment des extravertis. Bill Gates, c'est un introverti. C'est vraiment plus quelqu'un qui est bien avec, probablement beaucoup plus à l'aise avec la technologie qu'avoir un rôle de personne publique. Il le fait quand même là, chez Microsoft, puis il va probablement continuer à le faire dans ses prochaines activités. Ben oui, avec sa fondation. Mais je pense que c'est parce qu'il est obligé de le faire, c'est pas par choix. Parce que par choix, je pense qu'il préfère programmer ou en tout cas faire de la programmation, des choses techniques. Donc, c'est les deux grosses nouvelles que j'avais. Au niveau du groupe d'utilisateurs Visual Studio de Montréal, la dernière présentation, c'est lundi le 16 juin. Oui, parce qu'on rappelle que nous, pendant l'été, c'est les vacances. Il y a tellement pas de belles journées au Canada où est-ce qu'il fait chaud. Donc, l'été, on fait pas de conférence. On prend au moins un mois et demi de repos. Ben, c'est ça, on fait la pause durant juillet et août, où il y a pas d'assemblée du tout. Et la dernière, c'est lundi le 16. Eric Moreau va nous parler du SQL Server Compact Edition, donc la version embarquée de SQL Server qui tient sur 1 MB, que vous pouvez inclure dans vos applications, par exemple vos applications Windows, comme en fait base de données embarquée. Là. Puis ce qui est bien, c'est que nos auditeurs qui sont outre-Atlantique ou en Asie, puis qui peuvent pas venir à Montréal voir Eric, vont quand même pouvoir l'entendre parce que c'est notre prochain invité aussi au Visual Studio Talk Show, et on va parler du même sujet, SQL Server Compact Edition. Exactement. Donc, écoutez, on vous revoit dans 2 semaines, puis d'ici là, bonne programmation. Au revoir. Visual Studio Talk Show.